Donc bonjour à tous et toutes et donc bienvenue donc à ce nouveau webinaire Europa Nova consacré aujourd'hui au sujet Green Deal, faire de l'Europe une superpuissance écologique, point d'interrogation. Alors le sujet qui nous anime aujourd'hui, c'est ce fameux Green Deal annoncé comme la grande priorité de la Commission européenne, encore aujourd'hui par Ursula von der Leyen dans l'annonce du plan de relance de la Commission, qui couvre effectivement un grand nombre de domaines, la politique énergétique, les transports, la biodiversité, l'agriculture, la finance, la fiscalité et les relations extérieures. Nous reviendrons sur tout ça durant ce webinaire. Alors aujourd'hui, on va se demander effectivement si ce Green Deal peut être un outil d'influence au niveau mondial, quels outils sont à notre disposition ou encore quelle place pour ce Green Deal dans la relance qui s'annonce à la suite de la crise sanitaire et économique que nous connaissons aujourd'hui. Alors toutes ces questions, nous tenterons d'y répondre avec Carlos Manuel Alves. Vous êtes maître de conférence en droit de l'environnement à l'Université de Bordeaux et membre également du Centre de droit européen et international de l'Université de Bordeaux. Clémence Pellegrin, vous êtes directrice du programme Énergie et Environnement du groupe d'études géopolitiques. C'est un think tank qui a été créé à l'École normale supérieure. Et Chloé Godefroy, vous êtes membre du groupe de travail Environnement d'Europa Nova. Vous travaillez actuellement pour une entreprise spécialisée dans le recyclage et l'économie circulaire. Vous intervenez en tant que chef de projet sur les nouvelles technologies de recyclage. Et auparavant, vous travaillez auprès du NDC Partnership, une coalition internationale de pays et d'organisations internationales et ONG dédiées à la mise en œuvre de l'accord de Paris. Alors, avant de parler des Green Deal à proprement parler, je souhaitais avoir votre avis à tous sur le sujet de la relance à venir et à la suite donc, de la crise économique, je l'ai dit, que nous connaissons. Tout le monde explique effectivement que cette crise doit être une opportunité pour accélérer la mise en place de politiques environnementales. Dans ce cadre, s'il y avait des priorités à dessiner aujourd'hui, quelles seraient-elles tout simplement? Donc, Chloé Godefroy, je vais vous demander de prendre la parole en premier, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup, Corentin. Alors, je pense qu'il faut dire tout d'abord que la crise sanitaire que l'on vit actuellement a mis en lumière le lien indissociable entre notre santé et celle des écosystèmes. Et on a vu fleurir beaucoup de rapports scientifiques sur le fait que l'érosion de la biodiversité, les perturbations du fonctionnement naturel des écosystèmes étaient autant de facteurs qui augmentaient les risques d'apparition et de propagation des maladies infectieuses. Donc, d'un point de vue environnemental, s'il y a un message à ressortir de cette crise, c'est l'urgence d'agir pour protéger l'environnement et lutter contre la hausse des émissions de gaz à effet de serre. Et donc aujourd'hui, si on parvient, du moins en Europe, à maîtriser progressivement la situation d'urgence sanitaire, nous devons relever le défi de la reconstruction de nos économies. Et il est extrêmement important que les plans de relance qui vont être mis en place de part et d'autre du monde soient alignés avec l'accord de Paris sur le climat et permettent ainsi d'accélérer la transition écologique pour garantir cette transition vers une économie propre et résiliente. Et donc, les plans de relance budgétaires post-Covid qui vont être mis en place dans les mois à venir en Europe ou ailleurs auront un impact significatif sur la trajectoire climatique que vont adopter les États. Et donc, un rapport de l'Agence internationale de l'énergie montrait qu'on attend environ une baisse de 8% des émissions de gaz à effet de serre en 2020 par rapport au taux de 2010. Or, un autre rapport du Programme des Nations Unies sur l'environnement estime que les émissions mondiales de gaz à effet de serre devraient baisser de 7 à 8% par an entre 2020 et 2030 pour atteindre la cible de l'accord de Paris. Donc, il faudrait que ce qui est aujourd'hui un phénomène conjoncturel se transforme en mesures structurelles. Et le risque, c'est ce qu'on a observé après les crises précédentes, c'est-à-dire que les plans de relance vont conduire à un rebond des émissions encore plus important que la baisse qui a été observée pendant le ralentissement de l'activité économique. Et pour répondre à votre question, donc, quelle priorité pour accélérer la mise en œuvre de politiques environnementales? Je pense qu'il y a des plans d'investissement qui sont extrêmement importants et qui présentent des opportunités économiques immédiates, qui ont été notamment présentés dans le plan de relance proposé aujourd'hui par la Commission européenne, donc à savoir la rénovation des logements, l'économie circulaire, les énergies renouvelables, les transports bas carbone ou encore la transition vers une agriculture durable et résiliente. Et c'est en investissant, à mon sens, dans ces secteurs qu'on créera des emplois correctement rémunérés au niveau local et qui vont stimuler l'activité économique
Et c'est comme ça qu'on pourra atteindre nos objectifs internationaux en matière de climat. Merci beaucoup, Chloé. Donc, Carlos Manuel Alves, pareil, quelle priorité, hein, du coup, à mettre en œuvre en premier lieu, selon vous? Merci Corentin, merci pour cette invitation. Bien écoutez, ce qui vient d'être dit à l'instant a été très bien dit, donc je vais essayer de pas répéter ce qui a été dit à l'instant. Je pourrais commencer par une formule de Paris à Paris. L'Europe a commencé avec le traité de Paris sur le charbon et l'acier. Et comme c'était évoqué à l'instant, très justement, de manière très pertinente, l'un des enjeux de l'avenir de l'Europe, c'est de s'aligner, c'est de respecter, c'est de mettre en œuvre et de faire respecter aussi, d'ailleurs, au-delà de ses frontières, l'accord de Paris. Voilà, donc de Paris à Paris, du traité de Paris à l'accord de Paris. L'Europe a été construite sur le marché, sur les marchés, comme on le sait, le marché d'abord sectoriel, charbon-acier, puis un marché commun global à Rome en 57. L'Europe aujourd'hui est questionnée par rapport à ce qui a été le noyau dur de sa construction, de son projet, à savoir le marché. La question qui se pose aujourd'hui, c'est la question de la refondation, d'un véritable aggiornamento du marché. Si l'Europe peut apporter une plus-value, une valeur ajoutée aujourd'hui dans le débat qui peut avoir lieu sur le monde d'après, entre guillemets, c'est sur donc cette reconstruction d'un marché qui soit respectueux de l'humain, qui soit respectueux de la nature, puisqu'on a bien vu, comme ça a été évoqué encore à l'instant, que la santé de la planète, la santé des humains vont de pair. Il a été montré ad nauseam les liens qui existaient entre dégradation de la biodiversité, des habitats naturels, les zoonoses, l'apparition de nouveaux virus. Donc, d'ailleurs, on parle du plan de relance qui a été encore aujourd'hui développé par Madame Ursula von der Leyen, effectivement. Il faudrait aussi évoquer, il y a exactement une semaine, puisque c'était le 20 mai, les propositions faites par la même Commission européenne en matière de stratégie relative à la biodiversité et la fameuse stratégie de la ferme à la fourchette, qui donc participe également, au-delà simplement du plan de relance, à la refondation du marché. Donc, l'Europe doit se réinventer, si je puis dire, et proposer donc une nouvelle conception du marché, une nouvelle conception du rapport entre l'économie et l'écologie. Voilà, pour que les activités productrices soient respectueuses de l'oikos, donc, c'est-à-dire notre habitat, c'est-à-dire notre maison commune. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Donc, évidemment, pareil, Clémence Pellegrin, en quelques mots d'introduction, dans le cadre de la relance, est-ce qu'il y a des priorités également à dessiner en matière de politique environnementale selon vous? Alors il y en a énormément, mais effectivement, l'expérience de la crise sanitaire a quand même révélé une forme de consensus, une conviction à l'échelle européenne qui est que la transition écologique ne saurait pas être repoussée au bénéfice exclusif de la création de stimuli économiques de court terme. Mais ça, c'est une très bonne nouvelle. Et simplement, il y a peut-être une priorité, moi, qui m'apparaît plus saillante que d'autres, simplement parce qu'on en a eu l'expérience pendant le confinement. C'est les énergies renouvelables ont occupé une place vraiment particulièrement importante et inédite dans le mix productif énergétique européen. Et en fait, ça appelle d'importantes réformes de renforcement du réseau. En fait, la demande énergétique a baissé du fait du confinement parce que même si l'industrie s'est largement interrompue, la mobilité aussi, les gens sont beaucoup restés chez eux et même si le pic de l'activité domestique a pu augmenter, en fait, la production par moment a pu baisser de 20% en France ou encore de 10% en Allemagne. En fait, ce phénomène-là, mis avec des conditions météorologiques particulièrement favorables en mars, en avril, un ensoleillement assez exceptionnel, plus la priorisation des énergies renouvelables dans nos systèmes électriques, puisque ces énergies fatales, intermittentes, ont été appelées en priorité par le réseau. En fait, mises à côté d'une réduction de la demande, ont évacué du réseau plein d'actifs carbonés. Et c'est ça qui a permis, notamment à l'Angleterre, de se passer de charbon pendant plusieurs semaines d'affilée pour la première fois de son histoire. Donc en fait, les énergies renouvelables ont prouvé qu'elles étaient résilientes dans un système avec une demande énergétique maîtrisée. Ce qui est un super apprentissage au milieu de cette expérience-là qui était à tous égards catastrophique.
Mais en fait, cette expérience-là, si on la met en perspective d'un contexte d'incertitude macroéconomique qui est le nôtre aujourd'hui, il y a plusieurs risques qui pèsent sur les énergies renouvelables. Ce sont d'abord des risques opérationnels parce que beaucoup de projets ont été reportés, interrompus. On a été mis en face de notre dépendance industrielle aussi sur plusieurs chaînes de valeur, comme voilà, le photovoltaïque, l'éolien. Nos fournisseurs sont extra-européens et en fait, notre transition énergétique, elle ne doit pas être interrompue, elle ne doit pas être fragilisée par une dépendance industrielle aussi conséquente. Et c'est tous les écosystèmes de fournisseurs, de prestataires, les écosystèmes industriels qui ont été fragilisés et qui le seront pour ces prochains mois. D'ailleurs, c'est la Commission qui parle d'une perspective de moins de 30% de la puissance installée éolienne en 2020 par rapport aux projections. Donc, c'est quand même un vrai ralentissement par rapport à nos objectifs de transition énergétique. Et puis ensuite, il y a le risque financier qui découle de cette perspective de récession. Donc en fait, si je devais résumer cette priorité-là pour moi, ce serait de vraiment se poser dès maintenant les questions technologiques, les questions de réforme du système énergétique pour permettre de donner aux énergies renouvelables toute la place qu'elles peuvent occuper dans un contexte, là aussi, et Chloé, vous en avez parlé, de demande maîtrisée. Et ça passe aussi par le développement de capacités de stockage, ça passe aussi par la rénovation énergétique des bâtiments. Donc voilà, pour moi, c'est l'exemple vraiment d'une bonne expérience tirée d'une situation catastrophique qui doit enseigner des leçons pour l'avenir. Très bien, merci beaucoup Clémence. Afin de rentrer vraiment maintenant dans le cœur du sujet qui est donc ce fameux Green Deal, je vais revenir vers vous Clémence. Donc c'est vrai que les objectifs de ce Green Deal ont été annoncés en fin d'année dernière, au moment de l'entrée en fonction de la nouvelle commission dirigée par Ursula von der Leyen. Aujourd'hui, où en est-on? Peut-on faire un premier état des lieux? Donc, où en est-on par rapport à l'annonce de la fin de l'année dernière? Où en est-on de ce fameux Green Deal, Clémence? Effectivement, le timing dont a bénéficié le Green Deal est assez défavorable d'égards. Le coronavirus a pris tout le monde de court et en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que pendant quelques semaines, il y a pu y avoir la menace qu'on reporte, peut-être qu'on revoie à la baisse nos ambitions sur le Green Deal au motif que il y avait des économies nationales à sauver. Heureusement, c'est pas la tendance qui a pris le dessus. Néanmoins, depuis décembre, il y a, moi, je dirais trois principaux événements qui sont pour moi marquant. C'est d'abord en mars la présentation de la loi climatique par la Commission, qui a été l'occasion de réaffirmer l'objectif de neutralité carbone en 2050. Alors la Commission parle de neutralité climatique, donc on peut entendre par là qu'elle envisage la neutralité par rapport à toutes sortes de gaz à effet de serre, pas seulement le CO2, mais aussi d'autres gaz à effet de serre. En fait, par le recours à des puits de carbone naturels pour compenser nos émissions, et puis aussi par des technologies comme le stockage de carbone. Néanmoins, il y a deux points qui restent en suspens dans cette loi climatique et qui ont été insatisfaisants pour de nombreux analystes et pour de nombreuses associations environnementales. C'est d'une part, est-ce que cette neutralité climatique, elle s'appliquera à l'échelle des États ou est-ce qu'elle s'appliquera à l'échelle communautaire? Auquel cas, par exemple, certains pays du Nord pourraient être négatifs en carbone et d'autres positifs. C'est une chose qui détermine beaucoup d'investissements, beaucoup de politiques nationales et qui rabat un peu l'écart des négociations climatiques entre États membres. Et le deuxième point en suspens, c'est quid des objectifs intermédiaires pour 2030 et 2040. La loi climatique de mars n'a pas entériné d'objectifs à 55 ou 60%. Elle a repoussé ça à septembre, après une étude d'impact. En fait, ce qui semble émerger, c'est au contraire le rehaussement des objectifs qui étaient issus du paquet énergie-climat de 2014, qui était à 40% de réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 pour 2030. Donc, en l'absence d'objectifs intermédiaires, en fait, la neutralité carbone, elle est d'autant plus ambitieuse que, en fait, on n'a pas de trajectoire vraiment à laquelle se fier politiquement. Donc ça, c'était pour le premier événement. Le deuxième, pour moi, il est directement lié au coronavirus, c'est le report de la COP26, qui devait avoir lieu à Glasgow. En fait, cet événement-là, il était d'autant plus important que c'était justement à cette occasion-là que la Commission européenne était attendue sur cette neutralité carbone, sur les objectifs intermédiaires et sur la feuille de route. Bon, du coup, c'est je n'oserais pas dire que c'est un mal pour un bien, mais quelque part, l'urgence diplomatique qui résidait dans cette échéance-là, elle est repoussée. Ça laisse peut-être un peu plus de temps à l'Union européenne pour s'aligner après le coronavirus et peut-être pour faire des annonces d'autant plus sensationnelles sur la relance verte. Mais voilà, c'est le deuxième événement. Malheureusement, les négociations climatiques vont devoir attendre un peu, quoi.
Et le troisième événement, c'est la parution aujourd'hui du plan de relance et du document qui s'appelle Europe's Moment, Repair and Prepare for the Next Generation. Et en fait, il y a un point en particulier sur lequel j'aimerais juste passer une minute, c'est l'enjeu des rénovations énergétiques. Parce que, en fait, on parle énormément de la production et du fait qu'il faille décarboner notre économie. Mais en fait, la transition énergétique, elle est aussi sociale. Et cette alliance entre transition énergétique et pas une transition sociale, mais de fait, la prise en compte de problématiques sociales, elle se manifeste très bien dans la rénovation énergétique, parce que la Commission estime à environ 50 millions de logements aujourd'hui, de foyers pardon, qui sont touchés par la précarité énergétique. Et en fait, aujourd'hui, l'objectif de ce document qui est paru aujourd'hui, c'est de doubler le rythme des rénovations. Aujourd'hui, on est de l'ordre de 1% par an du parc, ce qui n'est pas du tout assez. Et simplement pour rappel, en France, la loi de la transition énergétique et de la croissance verte de 2015 fixe un objectif de 500 000 logements par an, rénovés à partir de 2017. Aujourd'hui, on est à 300 000 à peu près sur la période 2016-2018. Donc en fait, il y a énormément d'efforts à mener là-dessus. Et surtout, c'est des emplois qui ne sont pas délocalisables. C'est des emplois locaux qui supposent de la formation, qui supposent là aussi des objectifs de qualité sur la performance rendue. Donc, pour moi, voilà, ce seraient les 3 événements. Un événement raté, la COP26, un événement qu'à moitié satisfaisant, la loi climatique de mars, et puis aujourd'hui, une annonce qui laisse augurer plein de promesses, parmi lesquelles la rénovation énergétique. Merci beaucoup, Clémence. Je me tourne maintenant vers Carlos Manuel Alves, vers un terrain un peu plus juridique. Dans l'objectif, effectivement, de verdir également le marché intérieur, qui est également une des problématiques importantes qui se posent aujourd'hui, le droit européen peut s'avérer être un outil utile. Pouvez-vous nous expliquer en quoi ce droit européen peut être un outil aujourd'hui? Alors, par définition, le droit a vocation à être un outil, un instrument de régulation sociale, de mise en œuvre de choix politiques. Et là, effectivement, c'est particulièrement vrai en matière de protection de l'environnement. C'est particulièrement vrai en matière de lutte contre le changement climatique. Le droit européen, chacun le sait, a été construit, a été conçu pour mettre en musique un projet économique. Donc, on a des grandes libertés économiques fondamentales qui irriguent, qui innervent le droit européen, les libertés de circulation, la liberté de la concurrence. Donc, a priori, il y a une erreur de casting. On peut se dire que le droit européen est vraiment mal armé conceptuellement pour être un instrument au service de la protection de l'environnement. Une fois qu'on a fait ce constat assez évident, il faut peut-être aller un petit peu au-delà de l'écume. Et il y a des pistes. Il y a des pistes, il y a des hypothèses. Je vais prendre 2-3 exemples peut-être. Ce sera certainement plus intelligible et plus agréable qu'un exposé théorique, surtout à cette heure-ci. Il y a quelques années de ça, on a eu une affaire de problème de gestion des déchets en Belgique. Une affaire assez célèbre dans le petit monde des juristes spécialisés en droit européen de l'environnement, l'affaire des déchets wallons. On a l'habitude des guerres picrocolines en Belgique entre flamands et wallons. C'est plutôt en général sur le registre culturel, linguistique. Là, ça s'est niché sur le plan environnemental. Pour la faire simple et la faire courte, les Wallons, la région wallonne, avait refusé toute importation de déchets sur son territoire. Importation lato sensu, puisqu'il s'agissait non seulement de déchets provenant des autres États membres de l'Union européenne, mais aussi des autres régions de la Belgique. La Commission européenne, dont on parle beaucoup, Clémence, Chloé en ont beaucoup parlé, à l'époque, donc, a joué son rôle de gardienne des traités. Elle a poursuivi la Belgique au nom de cette réglementation wallonne parce qu'il y avait atteinte à la libre circulation des marchandises. Les déchets étant considérés comme une marchandise. Ça peut choquer, juridiquement c'est le cas. A priori, l'issue du litige était assez évidente. Il y avait bel et bien un obstacle à la libre circulation des déchets, assez évident. Mais la Cour de justice a réussi, en triturant les notions juridiques, c'est là que c'est intéressant et c'est là qu'on peut rejoindre l'idée que rien n'est écrit et que les textes juridiques peuvent faire l'objet de lecture, d'acception, de conception variables selon les époques.
selon les sensibilités du moment, la Cour de justice a considéré qu'au nom de deux principes, le principe de proximité et d'autosuffisance, qui était contenu dans un traité environnemental signé par l'Union européenne en matière de gestion des déchets, eh bien, la Wallonie avait parfaitement le droit de considérer qu'elle ne traiterait que les déchets produits sur son sol pour pouvoir traiter donc les déchets au plus près de leur lieu de production et en développant ses propres capacités, donc une forme de territorialisation, une forme de circuit court, si je puis dire, alors non pas en matière alimentaire, c'est souvent une expression qu'on utilise en matière alimentaire, mais en matière de déchets. Voilà. Donc la Cour de justice a su aller chercher cela. Un autre exemple, quelques années plus tard, la ville d'Helsinki passe un appel d'offres, passe un marché public pour renouveler sa flotte de bus pour ses transports en commun. Et parmi les critères qu'elle évoque dans le cahier des charges, il y a des critères relatifs au prix classique, des critères relatifs à la qualité attendue de ces bus, mais aussi des critères écologiques, de performance écologique. Or, à l'époque, les directives européennes en matière de marché public, très classiques, ne s'intéressaient qu'aux critères économiques traditionnels, c'est-à-dire le prix et la qualité du produit, du bien, du service fourni. Bien, la Cour de justice a considéré que l'offre économiquement la plus avantageuse, vous voyez bien qu'il n'y a à aucun endroit le mot écologique ou environnemental, l'offre économiquement la plus avantageuse devait être lue, interprétée en tenant compte de considérations environnementales. Alors, ce n'est pas pour autant open bar, hein, je vous rassure, la Cour de justice a quand même mis des critères, des conditions, les critères environnementaux doivent avoir un lien avec l'objet du marché public, mais ça montre qu'il est possible de faire évoluer la lecture des traités. C'est d'autant plus important que, vous savez bien, aujourd'hui, il est assez difficilement concevable que l'on élabore un traité de révision. Il n'y a pas de consensus au sein des États membres pour aboutir à un traité de révision. Donc, c'est d'autant plus important de noter, de relever, de souligner qu'il y a la possibilité d'interpréter de manière plus audacieuse, plus ambitieuse, en donnant une coloration verte, entre guillemets, au droit européen. Surtout que ce droit européen, Clémence parlait à l'instant des énergies renouvelables, comporte de multiples pistes, de multiples instruments, mécanismes qui pourraient être utilisés ou qui pourraient l'être davantage. Je pense par exemple à la directive sur les énergies renouvelables, donc, qui dans sa version de 2009, qui le reprend dans la version de 2018, la dernière mouture, prévoit par exemple des mécanismes de coopération entre les États membres pour promouvoir la production d'énergie renouvelable. Il y a plusieurs mécanismes et ces trois mécanismes-là sont sous-tendus par l'idée de solidarité. Par exemple, il est envisagé que des États peuvent s'accorder pour financer ensemble la construction d'une installation de production d'énergie renouvelable. Par exemple, il pourrait très bien être envisagé qu'en Espagne, dont l'ensoleillement n'est plus approuvé, pays en plus qui m'est cher pour des raisons personnelles aussi, on pourrait très bien construire donc une ferme solaire importante, c'est déjà le cas, mais cofinancée en partie par des capitaux français ou des capitaux par un appui français ou un appui allemand, puisqu'on parle beaucoup aujourd'hui de solidarité, que les États frugaux ne veulent pas donner un chèque en blanc, peut-être accepteraient-ils donner un chèque en vert, si vous me permettez le jeu de mots, à l'Espagne par exemple, pour produire de l'énergie renouvelable, de l'énergie solaire, qui serait ensuite répartie au bénéfice des États au prorata de leur cofinancement, qui peut être effectivement fait de manière équitable ou non. Il y a d'autres mécanismes. Il y a le transfert statistique. Un État qui produit davantage d'énergie renouvelable que ce qui a été prévu au niveau des objectifs qui ont été assignés, peut transférer cette énergie renouvelable supplémentaire à un État qui, lui, est en retard. Là, pour le coup, ça s'est passé puisque la Lituanie a dépassé ses objectifs en matière de production d'énergie renouvelable et a opéré un transfert statistique au profit du Luxembourg, qui est un mauvais élève. Ceci étant, en France, on est aussi un mauvais élève en matière d'énergie renouvelable. Je parle sous le contrôle de Clémence. On n'est pas parmi les meilleurs élèves en la matière.
Donc, le droit européen, que ce soit au niveau du droit primaire, les traités, comme je l'indiquais au début, à travers les deux affaires que j'ai évoquées, ou que ce soit le droit dérivé, la législation adoptée par les États et le Parlement au sein du Conseil, donc par le Parlement européen, il y a des pistes, il y a des éléments qui permettraient de verdir le marché intérieur, faire en sorte que le fort soit juste, que ce qui est puissant, le marché, soit davantage juste sur le plan écologique et aussi bien sûr sur le plan social. Et c'est important que Clémence effectivement ait fait ce lien avec le social, puisque la dimension sociale a souvent été le parent pauvre du développement durable. Aujourd'hui, on parle moins du développement durable, mais la dimension sociale a souvent été le parent pauvre par rapport à l'action en matière de protection de l'environnement. Et je m'arrêterai là. Je ne voudrais pas monopoliser la parole. Merci beaucoup, Carlos. Avant de venir vers Chloé, je reviens un petit peu vers Clémence et je reviens aussi également un peu au titre de ce webinaire. En fait, on observe que la Chine et les États-Unis, les deux autres grandes puissances, restent évidemment de gros émetteurs de CO2 et de consommateurs d'énergie fossile, et que malgré des ambitions et une politique volontariste qui a été soulignée, en particulier pour la Chine, les bilans sont quand même très à nuancer. Donc voilà, encore une fois, pour faire écho au titre de ce webinaire, ce Green Deal est-il un moyen pour l'Europe de se positionner donc, comme une puissance écologique, et en ce sens, est-il suffisamment ambitieux pour répondre à cette ambition, justement, Clémence? Je pense en tout cas que c'est au cœur c'est l'un des piliers de l'ambition du Green Deal, hein. C'est évidemment je pense, de redonner toute sa place à l'Europe et à l'Union européenne en tant qu'institution régionale dans le grand jeu des puissances sur le domaine écologique. Et en fait, si on s'intéresse un peu à ce que ça signifie, ce que ça sous-tend, en fait, c'est une capacité d'influence, c'est une capacité à imposer peut-être des standards que l'on aurait nous-mêmes établis plutôt que de se les laisser imposer. Et c'est aussi de récupérer peut-être, c'est dit un peu trivialement, mais des parts de marché, y compris, mais peut-être des parts de marché symboliques quelque part. C'est pas seulement en termes industriels qu'il faut le penser, mais en fait, moi, il y a deux registres sur lesquels j'aimerais m'attarder quelques minutes. C'est d'une part, je pense que cette puissance écologique, elle peut se manifester d'un point de vue assez matériel, industriel, technologique. Voilà, c'est quelque chose qui clive quelque part beaucoup dans le discours politique autour de la transition écologique. Sera-t-elle high-tech, sera-t-elle low-tech, jusqu'à quel point faut-il la penser comme simplement un ensemble d'investissements et une réorientation de flux financiers. En fait, je pense qu'il y a déjà un vrai levier aussi pour nos économies en souffrance dans la transition écologique. Et en fait, la Commission l'a manifesté par différents aspects. Elle parle elle-même de leadership européen, hein, et si on prend l'exemple de l'Alliance européenne, par exemple, qui avait été créée il y a 2 ans pour les batteries, aujourd'hui, la Commission parle d'une Alliance européenne de l'hydrogène. En fait, ce sont des exemples typiques d'alliances d'États membres autour d'objets industriels très précis qui correspondent à des priorités stratégiques identifiées comme telles. Et dans le cas des batteries, ça correspond évidemment à la transformation de certains business models de certains acteurs comme Total, par exemple, qui était un acteur pétrolier et qui demain sera peut-être un géant de la mobilité électrique et de la transition énergétique, éventuellement, si les majors européennes ont quand même plus pris conscience de ce tournant-là que les majors américaines. Si on prend l'exemple de l'Alliance européenne de l'hydrogène, en fait, il y a plusieurs pays aujourd'hui qui ont manifesté leur intérêt pour ces thématiques-là, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, mais la France aussi. Et en fait, ça correspond à l'idée de dire aujourd'hui, l'hydrogène, c'est une technologie qui est largement sous-estimée, sous-investie par beaucoup d'États européens, dont le potentiel est réel pour décarboner l'industrie qui aujourd'hui est un secteur qui tourne en grande partie au charbon et au gaz, malheureusement, qui est l'un des plus difficiles à décarboner. Et aujourd'hui, l'hydrogène, il est produit essentiellement à base d'énergie fossile, à 95% dans le monde. Et en fait, là aussi, si on prend une approche un peu systémique de la transition énergétique et énergétique strictement plutôt qu'écologique là à ce titre, en fait, il s'agirait de décarboner la production d'hydrogène qui elle-même pourrait jouer un rôle non seulement dans la décarbonation de l'industrie, mais aussi dans le stockage des énergies renouvelables dont je parlais tout à l'heure et qui pour l'instant sont intermittentes. En fait, cette technologie-là, elle permettrait à l'Union européenne déjà pourquoi pas de l'exporter, de se présenter aussi en puissance de réindustrialisation
par le biais d'une alliance entre États membres et a fortiori entre secteur privé et secteur public. Donc ça, pour moi, c'est l'un des symboles de la façon dont la Commission voit le Green Deal et voit sa reconquête, quelque part, d'une puissance sur le plan écologique. Et l'Alliance des batteries, quelque part, c'est une initiative tout à fait analogue. Et par exemple, quand Renault accepte la contrepartie environnementale de l'État, quand le gouvernement conditionne le prêt de 5 milliards d'euros à Renault à l'intégration de l'Alliance européenne des batteries, en fait, c'est une véritable avancée parce que ça veut dire qu'il y a une vraie contrepartie environnementale au sein même d'une stratégie de redynamisation industrielle. Donc, c'est un très bon signe. Et pour moi, c'est vraiment la réinstauration d'un potentiel de puissance déjà à sur le plan domestique. Et il y a un deuxième volet pour moi, mais je pense que Carlos pourra en parler mieux que moi, c'est le registre réglementaire et commercial. En fait, l'Union européenne, c'est un énorme marché aujourd'hui. Carlos en parlait au début du webinaire. Et en fait, il y a pour moi 2 outils aujourd'hui qui peuvent considérablement influencer la façon dont l'Union européenne commerce avec ses partenaires extra-européens. C'est l'ajustement carbone aux frontières ou la taxe carbone aux frontières, dont les contours sont encore flous aujourd'hui, mais qui pourrait permettre, sur certaines matières premières stratégiques, voilà, et ni le calendrier ni le périmètre ne sont aujourd'hui connus, mais pourrait permettre d'infléchir durablement les termes du commerce de l'Union européenne avec ses partenaires, en intégrant vraiment le facteur carbone dans l'équation du commerce international. Ça, ce serait une excellente nouvelle, parce que ça voudrait dire que, en tant que marché incontournable, elle impose un nouveau standard. Et elle dit aujourd'hui, nous incorporons ce facteur carbone-là dans la façon dont nous commerçons ensemble. Et le deuxième volet, c'est le marché carbone, qui là aussi est un instrument plutôt domestique, mais qui, s'il est renforcé, peut permettre véritablement d'asseoir cet effort de réindustrialisation, d'éviter les fuites de carbone extra-européennes par le biais de l'ajustement carbone aux frontières. Donc pour moi, voilà, c'est un peu les 2 piliers, c'est le pilier technologique industriel et le pilier réglementaire. Et le pilier réglementaire s'applique à plein d'autres choses sur le plan plus strictement environnemental, au-delà de simplement du volet commercial. Et ensuite, pour répondre à la question de si c'est suffisamment ambitieux, je pense que le document initial de décembre a quand même envoyé un très bon signal aux États membres et puis au reste du monde, dans la mesure où c'était la première manifestation d'ambition transversale. Et c'était plus le climat comme un domaine d'action au même titre qu'un autre. En fait, non, c'est la coloration de toute notre vie politique, de toute notre vie économique, sous le prisme de l'environnement. Et en fait, malgré la déception de la loi climatique dont je parlais, malgré le coronavirus et puis la récession qui pèse sur nous, en fait, c'est potentiellement suffisamment ambitieux si, là aussi, on arrive à, je pense, réconcilier plusieurs échelles de temps, d'abord. C'est-à-dire que le changement climatique, c'est une problématique qui doit s'aborder à court terme, à moyen terme et à long terme. Et ce n'est pas une crise, et c'est François Gemène qui disait ça dans un article du Monde, je crois que c'était le mois dernier, ce n'est pas une crise dans la mesure où ce n'est pas un épisode qui s'arrêtera dans quelques mois. C'est quelque chose avec lequel nous allons devoir vivre, parce que les effets sont déjà irrévocables, et c'est une transformation vraiment pérenne et profonde qui suppose une adaptation immédiate et à différentes échelles de temps. Et deuxièmement, il y a différentes échelles auxquelles ça se joue, la transition écologique, et qui conditionnent pour moi la réussite de cette conquête de puissance. C'est redonner du pouvoir au territoire, faire intégrer aux États membres que c'est un vrai levier j'aime pas dire un levier de croissance parce que je me bats un peu contre le fait de considérer la transition écologique comme un levier de croissance, mais quelque part, si c'est l'argumentaire qui marche, pourquoi pas. Et c'est et voilà, quelque part, pour moi, c'est le fait de faire coïncider, de mettre en harmonie et de synchroniser les différentes échelles géographiques de gouvernance et les échelles de temps. Et si on arrive, par les registres dont j'ai parlé précédemment, à enclencher cette dynamique, alors on pourra absolument, je pense, faire de l'Europe une puissance industrielle réinventée et une puissance capable d'imposer des standards à des partenaires à qui je pense elle a un peu trop longtemps laissé l'initiative de cette puissance-là. Merci beaucoup, Clémence. Vous parlez des territoires, on y reviendra un peu plus tard avec Carlos notamment. Pour poursuivre un peu sur le sujet du Green Deal, Chloé, du Green Deal comme instrument d'influence, quelles peuvent être, par exemple, les dispositions de ce Green Deal pour promouvoir, disons, un développement vert et inclusif au-delà en fait des frontières de l'UE?
et en quoi est-ce qu'il peut être un élément central de ce qu'on peut peut-être appeler une Green Deal diplomatie, Chloé? Alors, Clémence l'a très bien dit, la Green Deal diplomatie, comme vous dites, c'est un des piliers du pacte vert européen et qui est fondé tout simplement sur le constat que l'ambition environnementale du pacte vert ne pourra pas aboutir si l'Europe agit seule. L'Europe, c'est l'Union européenne est le troisième émetteur de gaz à effet de serre au monde après la Chine et les États-Unis. Et donc, son action seule ne permettra pas d'inverser la tendance internationale. Et donc, cette diplomatie du pacte vert ou Green Deal diplomacy, elle a pour but de promouvoir l'adoption d'objectifs et de politiques ambitieuses et la transition vers un modèle de développement plus soutenable au-delà des frontières de l'Union européenne. Et pour cela, le pacte vert prévoit de se servir de tous les pans de l'action extérieure. Donc, Clémence en a présenté certains comme la compétitivité, notamment technologique, la réglementation, notamment par le biais des accords commerciaux. Et dans un niveau transversal, l'Union européenne propose d'établir un dialogue structuré permanent sur les enjeux environnementaux, notamment climatiques et de biodiversité, avec l'ensemble de ses partenaires au niveau bilatéral et multilatéral. Dont le volet commercial serait un point extrêmement important. Et un autre pan que je souhaitais aborder avec vous, c'est celui de la coopération internationale et de l'aide au développement. Lorsqu'on parlait tout à l'heure du mécanisme d'ajustement avec une taxe carbone aux frontières pour imposer des standards environnementaux aux autres pays avec lesquels l'Europe commerce qui ne respecteraient pas ces standards, il faut aussi faire attention à ce que ces standards s'appliquent sans pénaliser des économies en développement qui sont fortement dépendantes de leurs exportations. Et pour cela, le pacte vert prévoit le renforcement de la coopération au développement, notamment en soutenant déjà ses voisins immédiats. Donc je pense aux Balkans occidentaux et aux pays qui relèvent de la politique de voisinage, donc avec lesquels elle prévoit de mettre en œuvre des partenariats, notamment en matière environnementale, d'énergie et de climat. C'est également par le biais de la stratégie globale avec l'Afrique qui est en train d'être renouvelée actuellement au niveau européen. Donc en faisant du climat et de la biodiversité un volet prioritaire de cette action et en promouvant des partenariats pour l'investissement et le développement d'emplois durables. Le pacte vert également prévoit le développement de ce qui est présenté comme des alliances vertes, donc également des partenariats pour promouvoir un développement plus soutenable et respectueux de l'environnement qui sera mis en place avec l'Amérique latine, les Caraïbes, l'Asie et le Pacifique. Et donc cette action environnementale en matière d'aide au développement est extrêmement importante puisque l'Union européenne et ses États membres restent les premiers donateurs d'aide publique au développement au monde. Et les investissements européens en matière de climat représentent, je crois, 40% des aides destinées au climat au niveau mondial. Et donc, si l'Union européenne a vraiment cette ambition de devenir une puissance écologique, il faut qu'elle le fasse en aidant les autres pays, donc ses partenaires, à respecter les standards, ou du moins à tendre à les observer, ces standards qu'elle s'applique à elle-même. Merci beaucoup, Chloé. Je me tourne maintenant vers Carlos Manuel Alves. Dans une récente publication que vous avez publiée sur le site d'Europa Nova, consacrée notamment à la gestion de la crise de Covid-19 au Portugal, ainsi qu'aux perspectives, aux nouveaux rivages, tel que vous le nommez, pour l'Union européenne, vous vous intéressez notamment en grande partie donc, à ces nouvelles perspectives en matière environnementale. Vous écrivez: le marché intérieur, cœur de la construction européenne, ne peut être réduit à un simple espace économique, mais doit faire l'objet d'une territorialisation. J'aimerais que vous reveniez un petit peu pour nous sur ce thème. Clémence a déjà un petit peu évoqué le mot de territorialisation. J'aimerais que vous reveniez un petit peu sur ce thème et nous dire en quoi, selon vous, il prend tout son sens aujourd'hui et dans la crise que nous connaissons. Merci Corentin. Merci pour la promotion faite à mon écrit aussi. Donc, plus sérieusement, en fait, cette notion de territoire, elle symbolise de manière, me semble-t-il, très intéressante et de manière très symbolique le passage de l'Europe économique à l'Europe politique. Ça, c'est un serpent de mer, hein, cette mue, si je puis dire, de l'Europe économique à l'Europe politique.
Après tout, cette année, on devait fêter les 70 ans de la déclaration Schuman, le 9 mai 1950, avec cette idée que l'Europe ne se fera pas d'un coup, mais par des réalisations concrètes, par une solidarité, une interdépendance du quotidien, et qui passe notamment par le marché. Mais l'objectif, c'était un projet politique. C'était l'unité politique, c'était une fédération européenne. Donc, je n'ai pas perdu de vue votre question, puisque si on parle de construction politique, d'Europe politique, l'un des éléments constitutifs de l'organisation politique par excellence dont on dispose aujourd'hui, à savoir l'État, c'est le territoire. Un État, l'un des éléments constitutifs d'un État, c'est un territoire. L'Europe a été conçue, a été fondée sur une vulgate néolibérale. C'est très bien pour les juristes, parce que comme ça, il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances économiques très développées. Donc, l'Europe, c'est un marché, on cherche la meilleure allocation des ressources, la demande, l'offre, que ce soit les marchandises ou que ce soit la main-d'œuvre, etc., etc. Donc, on a un espace économique conçu de manière un peu abstraite. Voilà. Et il ne faut pas qu'il y ait de frontières, il ne faut pas qu'il y ait de barrières. La protection de l'environnement, parmi d'autres facteurs d'ailleurs, puisqu'on parle de l'environnement ce soir, on va se cantonner à l'environnement, mais parmi d'autres facteurs, la protection de l'environnement, le paramètre environnemental, a vocation naturellement, si je puis dire, entre guillemets, à favoriser une prise en compte du territoire. Parce que bien évidemment, la situation de l'environnement n'est pas la même, par exemple, du point de vue du stress hydrique en Grèce ou en Suède. La pollution de l'air n'est pas la même dans des grands centres urbains comme Paris, Londres, etc., et dans d'autres régions, etc., etc. Donc, l'environnement implique per se inéluctablement une prise en compte du territoire. Alors, le territoire, donc, favorise une politisation de la construction européenne, une avancée, un approfondissement de la construction européenne, et c'est pour ça que ce n'est pas forcément facile. Alors, en 2 points, parce que les juristes aiment bien souvent présenter leur point de vue en 2 points, leurs analyses en 2 points, le territoire européen pourrait, parce que c'est quand même quelque chose qui est en gestation, pourrait s'affirmer vis-à-vis de l'extérieur, et Clémence et Chloé en ont parlé un petit peu déjà, et du point de vue interne également. Du point de vue extérieur, c'est effectivement, par exemple, la création d'une taxe carbone pour constituer un territoire européen bas carbone qui existe face à nos partenaires commerciaux, par exemple. Cette taxe carbone qui pourrait être un instrument effectivement intéressant, même si il suppose l'unanimité, même s'il y a eu d'autres tentatives. Au début des années 90, la Commission européenne avait déjà proposé une taxe CO2 énergie, d'ailleurs. Et le Royaume-Uni, le bad boy habituel de la construction européenne, mais aussi la France, parce qu'il faut qu'on balaye un peu devant notre porte. On avait été bien content d'ailleurs que les Britanniques disent non. On avait pu se retrancher derrière le nom de nos amis et de nos ex-partenaires britanniques. Donc, la taxe carbone pourrait favoriser cette territorialisation. Une taxe GAFA aussi, une taxe Tobin également. Alors, a priori, il n'y a pas de lien avec l'environnement, sauf qu'il a été proposé à de multiples reprises que l'une de ces 2 taxes, ou même les deux, voit une partie de leurs recettes allouée à la lutte contre le changement climatique, par exemple. Et je fais le lien avec ce que disaient Clémence et Chloé à l'instant, par rapport notamment aux pays africains, pour financer l'aide à la transition énergétique dans les pays africains. Ça avait déjà été évoqué durant la COP 21, cette idée. Donc, territorialiser l'Europe vis-à-vis de l'extérieur, avec ces instruments fiscaux communs, éminemment politiques. La fiscalité, c'est éminemment politique. Après tout, la Magna Carta, l'origine du régime parlementaire britannique, c'est quand même le consentement à l'impôt pour payer la guerre en France. Voilà. Je vais en arrêter là avec le fait d'étaler ma culture. Vous savez, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. Mais bon, la fiscalité pourrait être un instrument intéressant de territorialisation. Ensuite, la territorialisation à usage interne, si je puis dire. Après, la territorialisation à usage externe, même si j'aurais pu développer davantage, sur, par exemple, la conditionnalité climatique dans les accords commerciaux. Parce qu'on parle des accords de nouvelle génération avec le Vietnam, avec Singapour, avec le Canada.
le fameux CETA, enfin que nos amis québécois appellent donc l'accord économique global général, puisqu'eux, ils n'utilisent pas l'acronyme anglo-saxon, qui sont des éléments intéressants, mais qui sont encore perfectibles du point de vue de la protection de l'environnement. Or, on l'a souligné tout à l'heure, Clémence et Chloé l'ont bien dit, il est nécessaire aussi d'exporter, entre guillemets, nos valeurs et nos règles et nos standards. Voilà. Et ça passe notamment par le fait que l'Union européenne, qui est une puissance commerciale, par ses accords commerciaux. Donc, le territoire peut exister aussi comme ça de manière indirecte. Et sur le plan interne, j'y viens, cette territorialisation, je vais rebondir sur ce que j'évoquais déjà un petit peu tout à l'heure avec cette affaire des déchets wallons, c'est tempérer le principe de liberté de circulation des marchandises, par exemple. On va prendre ce seul exemple, en permettant une autarcie, une autonomie, autarcie c'est un petit peu provocateur, mais une autonomisation des territoires. On parle aujourd'hui de plus en plus de circuits courts en matière alimentaire. On parle aussi de décentralisation énergétique. On parle aussi de coopérative énergétique. Par exemple, en Allemagne, je parle sous le contrôle de Clémence, il y a pas mal de financements participatifs pour développer des projets de production d'énergie renouvelable. Donc, il y a du small is beautiful, si vous voulez, dans la transition énergétique, dans la transition écologique. Et ça, c'est quelque chose avec lequel l'Europe n'est pas nécessairement à l'aise, puisque l'Europe a été construite sur l'idée du grand marché. Donc, entre le grand marché et le small is beautiful, effectivement, il y a un petit heurt de logique. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'Union européenne est à même d'admettre, et notamment la Cour de justice, est à même d'admettre qu'il puisse y avoir de manière ponctuelle en matière de gestion des ressources naturelles rares, en matière de gestion des produits dangereux ou polluants comme les déchets dans l'affaire des déchets wallons, l'utilisation des principes de proximité et d'autosuffisance qui viendraient tempérer le principe de liberté de circulation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le plan juridique, le principe de liberté de circulation, comme son nom l'indique, c'est le principe, et l'autosuffisance, la proximité, le small is beautiful, le retour vers des territoires plus réduits à l'échelle européenne, à l'échelle de régions ou à l'échelle de communes, c'est quelque chose qui est l'exception. Ce qui serait intéressant, c'est que juridiquement, on ait un rééquilibrage entre ces deux principes, entre ces deux règles, pardon, pour que ce soit des principes équivalents. Pour ça, tout à l'heure que je parlais d'aggiornamento des traités européens, il y a une relecture à faire et une remise à plat, un rééquilibrage à opérer. Et il y a des points d'assise sur le plan textuel qui pourraient en servir. C'est la Charte des droits fondamentaux dont on n'a pas encore parlé ce soir. La Charte des droits fondamentaux qui mentionne la santé, qui mentionne l'environnement, bien évidemment. Alors, pas forcément dans des termes toujours très satisfaisants du point de vue juridique, mais peu importe. Il y a des points d'accroche pour le raisonnement du juge, notamment, pas seulement, mais notamment du juge, pour faire évoluer la lecture des textes. Alors, il ne s'agit pas de, comprenez-moi bien, il ne s'agit pas de prôner un gouvernement des juges. Hein, parce que je parle beaucoup du juge et je ne voudrais pas être mal compris. Même si ça nous ramènerait à l'histoire américaine, après tout, et puisqu'on parle de New Deal, et le gouvernement des juges et la guerre avec la Cour suprême, ça nous ramènerait à Roosevelt. Donc, du coup, on en reviendrait au New Deal. Mais bon, aujourd'hui, il serait beaucoup plus rapide, efficace, de pouvoir combiner l'action du législateur, on le sait, il y a des directives, il y a des règlements qui sont adoptés, avec un accompagnement, avec une forme d'alliance, je vais reprendre le terme employé il y a quelques instants, et d'alliance, non pas parler d'opposition entre pouvoir politique et juge, comme c'est sous-tendu par l'expression gouvernement des juges, mais d'alliance entre le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire. Le pouvoir politique doit adopter des règles et le juge doit pouvoir faire évoluer la lecture de ces textes à l'aune de l'évolution des mentalités. Un exemple simple, et j'en termine par là, je vous rassure Corentin, j'ai déjà été très long. On va parler de l'autre Europe quelques instants, l'Europe des droits de l'homme, la Convention européenne des droits de l'homme, celle de Strasbourg, le Conseil de l'Europe. Moins connu, moins célèbre, mais bon. Dans la Convention européenne des droits de l'homme, donc la Déclaration des droits de l'homme du citoyen européenne, entre guillemets, à l'européenne, rédigée en 1950, donc on parlait du 9 mai 1950, hein, on est à la même époque, en 1950, il n'y a aucune mention de la protection de l'environnement. Et pour cause, le mot environnement n'existe pas, la préoccupation n'existe pas, donc on ne va pas faire d'anachronisme. Ceci étant, la Cour de Strasbourg, depuis le début des années 90,
ça ne nous rajeunit pas, enfin, surtout moi, en l'espèce, la Cour de Strasbourg, la Cour européenne des droits de l'homme, a décidé de tenir compte de la protection de l'environnement dans son interprétation de la Convention européenne des droits de l'homme. Et par exemple, le droit au respect du domicile, le droit prévu par l'article 8 de la CEDH, est lu de manière environnementale, a fait l'objet d'une interprétation verte par la Cour de Strasbourg. Et ça a été admis par les États. Et donc, aujourd'hui, la Convention européenne des droits de l'homme peut être utilisée pour protéger l'environnement. Alors, encore une fois, j'insiste sur ce point, le mot environnement ne figure nulle part dans la CEDH. Donc, si la CEDH peut le faire, a fortiori, le droit de l'Union européenne peut le faire. Et on voit que le juge a un rôle important en coalition, bien sûr, avec le pouvoir politique. Et je m'arrête là. Merci beaucoup, Carlos. Je reviens vers Chloé et rester un petit peu sur cet enjeu justement de territorialisation. Une question, en fait, comment cet enjeu de territorialisation peut-il être un outil au service d'un sujet qu'on questionne très souvent, qui est celui de la redynamisation de la démocratie européenne, Chloé? Alors, merci pour cette question. Je pense qu'il est important de dire qu'avant la crise du coronavirus, on a noté un soutien très fort de la part des citoyens européens, donc avec des différences entre les pays évidemment, mais quand même un soutien public fort pour la lutte contre le changement climatique et la protection de l'environnement, ce qui s'est reflété dans le mouvement des jeunes pour le climat, dans les résultats des élections du Parlement européen qui ont été marqués par les résultats enregistrés par le groupe des Verts ALE, qui ont enregistré près de 10% des voix. Et en fait, ce mouvement citoyen, il était double, puisque d'une part, on avait un appel lancé aux États pour renforcer leur ambition au niveau international, et également un mouvement de lutte contre l'inaction climatique des gouvernements, avec des mouvements citoyens qui attaquaient en justice les États pour non-respect de l'accord de Paris. Donc il y avait ce mouvement à la fois qui avait une dimension internationale, mais une volonté en parallèle de s'approprier ces enjeux à l'échelle locale. Et Carlos Manuel le disait très bien tout à l'heure, en fait, les enjeux environnementaux, ce sont des enjeux mondiaux, mais qui vont avoir des impacts extrêmement concrets à l'échelle locale, avec des réalités très différentes d'un territoire à l'autre, et ce, même à l'intérieur de l'Union européenne. Et donc, l'idée de territorialisation est particulièrement probante quand on parle de politique environnementale. Et donc, il faut savoir que l'environnement, c'est une compétence politique partagée entre l'Union européenne et les États membres. Et donc, la mise en œuvre du pacte vert, à mon sens, dans sa transposition par les États membres, présente une véritable occasion de redynamiser la démocratie européenne en créant des ponts entre le processus décisionnel européen et sa traduction sous forme de stratégies sectorielles, de plans d'action nationaux, mais aussi locaux. Et donc, le pacte vert prend quelques dispositions en ce sens, notamment le pacte européen pour le climat qui devrait être adopté cette année prévoit la création de consultations citoyennes, donc dont le but est de donner une voix aux citoyens, de leur permettre d'exprimer leur opinion sur les politiques qui devraient être mises en œuvre, leur ressenti face aux impacts du changement climatique, et donc de partager des informations, de proposer des actions. Le pacte vert européen propose également de nouer des partenariats plus forts avec les villes et entre les villes, avec la création notamment d'une plateforme européenne d'écologisation ou de verdissement urbain. Donc là encore, l'occasion de traduire de façon très concrète à l'échelle locale les politiques environnementales établies au niveau européen. Et donc on parlait tout à l'heure des différences qui sont celles des États à l'intérieur de l'Union européenne face au changement climatique. Il est très important quand on parle de territorialisation en Europe que ces politiques veillent en fait à la cohésion entre les territoires afin de s'assurer que toutes les régions et tous les citoyens européens bénéficient pareillement des bénéfices de la transition environnementale. Et cette transition écologique et solidaire, elle n'est pas du tout évidente dans certaines régions dont l'économie est encore fortement dépendante des énergies fossiles, ce qui est notamment le cas de plusieurs pays de l'Est. Donc il y a une véritable nécessité, je pense, qui est encore à creuser dans le pacte vert, de développer des programmes de pédagogie, d'éducation et de formation.
Et donc, je pense que pour conclure sur ce pacte vert, il propose des fondations quand même assez solides pour permettre la transition de l'Europe vers un modèle économique et social plus durable. Mais sa bonne réalisation, au final, dépendra de sa mise en œuvre par les États membres et de la bonne inclusion des citoyens dans la définition de politiques adaptées au niveau local et dans le cadre de stratégies sectorielles. Merci beaucoup, Chloé. Avant de passer aux questions des internautes, Clémence, j'avais une question pour vous. Dans un article que vous avez publié donc, sur le site du Grand Continent en décembre dernier, vous analysiez en fait un sondage de la Banque européenne d'investissement sur la perception du changement climatique et de ses conséquences par les citoyens européens et également d'autres, extérieurs également à l'Union européenne. On observe notamment des différences dans cette perception, donc à la fois au sein de l'Union européenne, mais aussi entre les autres grandes puissances que sont les États-Unis et la Chine. Le changement climatique est davantage redouté en fait par les Chinois, c'est ce que montre cette étude, que par les citoyens européens ou américains. Dans quelle mesure, ma question est, dans quelle mesure ces différences de perception peuvent influencer ou pas les politiques qui seront menées, les politiques environnementales qui seront menées? C'est effectivement le sondage de la BEI était particulièrement intéressant. Donc, comme vous l'avez dit, il était paru à quelques semaines avant la COP24. Donc en Pologne. Et en fait, ce sondage était vraiment particulièrement intéressant dans la mesure où il révélait que le clivage dans la perception du risque associé au changement climatique n'était pas du tout en faveur du Nord comme on pouvait l'imaginer, mais au contraire, les pays du sud de l'Europe étaient non seulement beaucoup plus sensibles à l'impact, à la notion d'impact humain sur le climat, mais aussi sur le caractère vraiment immédiat de la menace posée par le changement climatique. Et les Européens de l'Est aussi étaient toute proportion gardée par rapport à des pays du nord de l'Europe, plus conscients aussi des risques associés à cette question-là. Donc en fait, c'est intéressant parce qu'on a tendance souvent à raccrocher comment dire, la conscience écologique à l'Europe du Nord, et c'est légitime en grande partie dans la mesure où il y a une très forte tradition écologiste en politique dans le nord de l'Europe, et une tradition intellectuelle aussi, mais c'est vrai que finalement le clivage était assez inattendu. Il n'était pas là où on pensait qu'il était. Et en fait, dans ce contexte, on se rend bien compte que malgré tout, cette perception par les citoyens n'est pas forcément suivie des faits par les gouvernements nationaux. C'est-à-dire que les gouvernements d'Europe du Sud ne sont pas particulièrement plus ambitieux que les gouvernements d'Europe du Nord, alors même que leur population semble plus sensible à ces questions-là. Et en fait, même parfois, le climato-scepticisme est utilisé comme une rhétorique qui sert comment dire, des politiques qui volontairement se détournent de la question du règlement du changement climatique. Et c'est pas pour cibler particulièrement la Pologne, mais de fait, la Pologne est le seul État membre de l'Union européenne qui ne s'est pas engagé à la neutralité carbone en 2050. Et en fait, la Pologne, mais Chloé en parlait aussi tout à l'heure, la Pologne est marquée comme d'autres pays d'Europe centrale par des ressources énergétiques fossiles abondantes. Et cette réalité rappelle pour moi deux choses. D'une part, c'est que on a souvent tendance à oublier, mais en fait, c'est une réalité que l'énergie, au-delà de son caractère utile, a une vraie portée politique et diplomatique pour les États. C'est-à-dire que même si l'énergie est l'un des piliers à l'origine de la création de la Communauté européenne par le traité, la CECA, en fait, ça reste une compétence aujourd'hui qui est jalousée par les États parce qu'elle est l'occasion d'exercer une vraie forme de politique nationale et de souveraineté. Et ça se manifeste à plein d'égards. Par exemple, la politique française par rapport au nucléaire a plein d'opposants en Europe, et se justifie aussi par une vraie tradition industrielle et par aujourd'hui un bilan carbone relativement faible. Et ça tend à justifier, peut-être en partie, le retard qu'a pris la France dans l'atteinte de cet objectif d'énergie renouvelable. Le charbon, donc, en Europe centrale, est encore une ressource abondante, et elle l'est aussi en Inde, par exemple. Pourquoi y renoncer alors même qu'elle est là et qu'elle est pourvoyeuse d'emplois, même si on a souvent tendance à surestimer, à gonfler le volume d'emplois associé vraiment à ces ressources-là. En Europe, c'est de l'ordre de 240 000 emplois, associés à la fois aux centrales à charbon et à l'extraction de charbon. C'est pas énorme, mais ça correspond vraiment à des déséquilibres potentiels à l'échelle locale. Là aussi, on parle de territoire. Donc en fait, autre exemple, européen et extra-européen, le gaz naturel. Le gaz, aujourd'hui, il est exclu depuis cet automne de la politique de prêt de la Banque européenne d'investissement,
à partir de 2021. Ce n'est plus une énergie qui justifiera de près selon la politique de la BEI. Néanmoins, certains pays, notamment en Europe centrale et orientale, continuent d'avoir des mix très dépendants au gaz, en grande partie par rapport à une dépendance historique vis-à-vis de la Russie. Là aussi, je parle plus spécifiquement d'énergie, mais c'est l'un des principaux leviers de politique climatique, donc c'est pour ça que je me concentre là-dessus. Mais en fait, cette énergie-là, elle concentre aussi énormément d'enjeux politiques, dans la mesure où l'Ukraine est un pays de transit duquel l'Europe cherche à se départir à cause des crises du gaz des années 2000. Néanmoins, c'est l'occasion de nouer des contrats commerciaux pour la Pologne, pour la Croatie, avec des pourvoyeurs extra-européens par le biais du gaz naturel liquéfié. C'est aussi, on l'a peut-être déjà oublié, mais Donald Trump, il y a quelques mois, a parlé de Freedom Gas, de gaz de la liberté, pour illustrer l'atout du gaz naturel américain à la rescousse de l'Europe prisonnière du gaz russe. Donc, quelque part, en fait, on oublie que les États utilisent très régulièrement l'énergie comme autre chose que ce qu'elle est, c'est-à-dire un moyen, mais vraiment un argument de pression politique et de discours politique. Donc, en fait, quelque part, pour moi, le lien entre ces deux éléments, d'une part, la perception des citoyens du péril climatique, qui est plus importante qu'on ne l'imaginerait en Europe de l'Est et en Europe du Sud, et à la fois cette portée politique symbolique de l'énergie qui se manifeste aussi en Chine. Hein. Dernière parenthèse, l'énergie, ça fait partie à part entière des routes de la soie chinoises, et c'est l'un des piliers des investissements avec des infrastructures routières, par exemple, mais les infrastructures énergétiques font partie vraiment constitue un volume important des investissements que la Chine a consentis ces 10-15 dernières années à l'étranger dans le cadre de ces nouvelles routes de la soie. Donc, quelque part, pour moi, on peut réconcilier ces thématiques-là mais du coup, ça boucle un peu avec ce que je disais tout à l'heure. Il faut convaincre les États, il faut convaincre effectivement les États, comme leur population en sont déjà conscientes, que la transition écologique, c'est aussi le moyen c'est un levier de développement pour la population. Rénover énergétiquement les logements, c'est réduire la précarité énergétique, c'est en fait redonner du pouvoir d'achat à sa population. C'est remédier à une partie des inégalités sociales qui sont intimement liées aux inégalités climatiques. Parce qu'on sait que les pays les plus riches sont les plus énergivores, on l'a dit tout à l'heure. Les États-Unis sont aujourd'hui le premier, le deuxième maintenant, derrière la Chine, émetteurs de gaz à effet de serre au monde. Et les biens de consommation les plus durables sont encore malheureusement souvent les plus chers. Et la taxe carbone, les produits, les taxes carbone sur les produits pétroliers sont souvent plus coûteux au sein d'un budget de ménages précaires. Donc en fait, prendre conscience, comme les populations ont déjà fait, du péril climatique, c'est quelque part aussi agir pour la résorption des inégalités sociales au sein même de l'Europe. Voilà. Merci beaucoup, Clémence. On va donc passer maintenant pour la petite demi-heure qui nous reste aux questions qui nous ont été transmises. La première question s'adresse en particulier à Carlos. Pour revenir un peu sur le sujet tout à l'heure de verdir justement ce marché intérieur, cette question est peut-on réellement verdir le marché intérieur quand on sait que le fonctionnement du marché nécessite notamment l'utilisation de transports polluants et qui sont les secteurs qui emploient beaucoup de monde? Si oui, quelles sont les possibilités? Clémence l'a un tout petit peu parlé dans son dernier propos, mais Carlos, si vous avez une réponse à cette question. Merci Corentin, c'est une très bonne question. Alors, je vais faire une première réponse qui va avoir le mérite de sa brièveté. Vous apprécierez, ça me ressemble pas. En effet, le marché intérieur est complètement antinomique d'une transition écologique et énergétique. Donc, je propose qu'on arrête là le webinaire. Non, voilà. Alors, plus sérieusement, bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, il y a à l'évidence une erreur de casting entre guillemets entre le marché intérieur qui n'a pas du tout été conçu, construit pour protéger l'environnement. Là aussi, le mot environnement ne figurait pas dans le traité de Rome de 1957, hein, par définition. Ceci étant, il y a des moyens, il y a des possibilités pour réorienter ce marché intérieur et pour en faire un instrument, en tout cas en partie, et c'est tout l'objet d'ailleurs du Green Deal, d'en faire donc un instrument au service de la protection de l'environnement. L'Europe
ça ne prendrait rien à personne, je pense, hein, c'est le plus petit continent. Il faut savoir que on a l'habitude de dire, parmi les spécialistes de la protection de l'environnement, que le marché commun de la pollution s'est réalisé beaucoup plus vite que le marché commun tout court. Parce qu'à moins de disposer de douaniers très costauds qui arrêtent les nuages de pollution à la frontière, toute ressemblance avec une série qui a eu beaucoup de succès et l'événement qui a suscité cette série au printemps 86 purement fortuit, bien, la pollution traverse les frontières et entre des États qui sont très proches sur un tout petit espace, il est évident que la pollution va traverser les frontières et donc il y a une interdépendance écologique. Donc autant utiliser l'interdépendance économique que met en œuvre, que concrétise le marché intérieur au service de l'interdépendance écologique. Par rapport au transport, comment on peut faire? On peut jouer sur les deux leviers. Il conviendrait, il serait bienvenu de diminuer la demande de transport, par exemple par une reterritorialisation de l'économie, avec des circuits courts, une gestion des déchets à l'échelle. L'ADEME a créé un label il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, l'ADEME, c'est en France, on est d'accord, mais rien n'interdit de penser et d'espérer que la France puisse aussi exporter de bonnes idées à travers l'Europe. C'est déjà arrivé par le passé. Donc, le label territoire zéro déchet, à travers donc, les circuits courts en matière alimentaire. Mais ça pose l'enjeu de la PAC. On n'en a pas beaucoup parlé, mais la PAC est en train d'être renégociée pour la prochaine période 2021-2027. Ça supposerait aussi que la PAC ne soit pas simplement axée sur la production alimentaire, mais sur l'approche globale, c'est ce que propose la stratégie de la ferme à la fourchette, on verra. Donc, diminuer la demande de transport. On l'a bien vu d'ailleurs avec la crise liée au Covid, liée au coronavirus. Le développement de circuits courts a entraîné mécaniquement, entre autres facteurs, une diminution de la demande de transport et donc une diminution des émissions de gaz à effet de serre. Si je me souviens bien, c'est Clémence d'ailleurs qui en a parlé au tout début de ce webinaire. Donc, première chose. Quant à l'offre, on peut aussi la verdir, c'est-à-dire développer des modes de transport plus respectueux de l'environnement, c'est-à-dire combattre cette domination dont profite le transport routier de marchandises au sein du marché intérieur. En Nouvelle-Aquitaine, on est bien placé pour le savoir, on a des murs de camions, effectivement. Rien n'interdit, comme le font d'autres pays, de mettre les containers sur des trains, par exemple. Par exemple, le transport combiné, le ferroutage. Il y a aussi le transport fluvial. Il y a des pistes là-dessus. Il y a par exemple le programme Marco Polo au début des années 2000, créé par la Commission européenne, pour inciter les opérateurs économiques à davantage recourir à des modes de transport plus respectueux de l'environnement. Donc, il faut jouer sur ces deux piliers. Reterritorialiser l'économie pour avoir donc moins de flux de marchandises, par exemple, et aussi donc verdir le système des transports en bien sûr développant des camions plus respectueux de l'environnement, mais surtout en favorisant le recours à d'autres modes de transport comme le transport ferroviaire ou le transport fluvial. Mais là aussi, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça suppose des investissements de longue haleine dans les infrastructures. On a la politique des réseaux transeuropéens depuis le début des années 90, qui concerne notamment les infrastructures de transport. Mais c'est difficile parce que les États tirent un petit peu chacun la couverture à eux et il y a cette volonté de juste retour, c'est-à-dire que ce qu'on met au pot commun, on veut un petit peu le récupérer. Mais voilà, il y a des pistes, mais il y a besoin de volonté politique. Chloé parlait des citoyens il y a quelques instants. Ils ont un rôle important à jouer, parce que moi je parlais beaucoup du juge, mais justement j'aurais pu faire un lien. D'ailleurs, l'affaire Urgenda a bien montré que les mouvements citoyens et la justice peuvent travailler la main dans la main. Il y a besoin effectivement de mobilisation citoyenne, elle existe déjà. Il y a le mouvement des jeunes. Moi, j'ai contaminé ma fille de 18 ans qui a fait toutes les manifestations le samedi. Il faut aussi donc cela puisse se traduire sur le plan politique, sur le plan des décisions. Et on a bien vu qu'il y avait une demande. Au niveau européen, il y a, comme l'a dit tout à l'heure Chloé, il y a eu un score très important de la part des partis écologistes. Et même au-delà, il y a eu un verdissement des autres partis. Le groupe Renew, dirigé par Pascal Canfin, quand même ne peut pas être suspecté d'être complètement indifférent aux questions environnementales, par exemple. Voilà. Les élections municipales, si on fait le lien entre le local, puisqu'on parle de reterritorialiser, le local et l'européen, il y a eu aussi, lors des dernières élections municipales,
en France, il y a eu aussi une forte appétence pour les listes et les arguments environnementaux en France également. Donc, il y a une forme de vague des opinions publiques, et c'est vrai que j'en terminerai par là. Les eurobaromètres, les sondages donc faits par la Commission européenne, tout le monde le sait, mais peut-être que tous nos auditeurs, tous les internautes ne le savent pas. Les eurobaromètres, donc les sondages faits par les institutions européennes régulièrement pour connaître l'état des opinions publiques en Europe, mettent l'environnement parmi toujours les trois considérations, les trois préoccupations les plus importantes pour l'ensemble des citoyens européens et pas simplement pour les Européens du Nord. Comme le disait Clémence tout à l'heure, c'est un petit peu un cliché. En Roumanie aussi, ils n'ont pas envie d'avoir des rivières polluées, de respirer de l'air pollué. Au Portugal non plus, je peux vous le certifier, ni en Espagne. Voilà, je m'arrêterai là. Merci beaucoup, Carlos. Il y a une autre question là, qui s'adresse plus à Clément, c'est sur le sujet de l'hydrogène dont vous avez parlé en début de webinaire. La question est concernant la production d'hydrogène qui permettrait de stocker de l'énergie. Où en sommes-nous du rendement et des coûts des catalyseurs et quel horizon pour une industrialisation de masse? C'est une question assez précise que je vous adresse donc, Clémence. Alors, c'est une question effectivement très précise à laquelle je serais bien incapable de répondre en peu de mots. Néanmoins, effectivement, le principal problème aujourd'hui de la production d'hydrogène, c'est que, comme je disais, elle est à 95% d'origine fossile. Et donc, les 5% d'origine renouvelable sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus chers au dollar par mégawattheure. Et en fait, l'hydrogène aujourd'hui est responsable, et je compense mon incapacité à répondre à la question par un autre chiffre, est responsable de près de 830 millions de tonnes CO2 par an, c'est-à-dire les émissions du Royaume-Uni et de l'Indonésie cumulées. Donc c'est vrai que c'est d'autant plus important pour l'Union européenne aujourd'hui, dont en fait l'industrie, la décarbonation de l'industrie est assumée en grande partie par le marché carbone, par le marché des quotas de CO2, de recourir à l'hydrogène, pour lequel il y a un véritable potentiel industriel du fait d'acteurs industriels assez puissants, notamment je pense à Air Liquide qui est un acteur français, mais aussi par la volonté politique d'autres États comme l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Angleterre aussi qui a manifesté son intérêt pour la technologie, même si bon, plus trop d'actualité pour cette alliance européenne. Donc en fait, cette production-là, elle est fondamentale, mais elle est à un deuxième titre, c'est pour le stockage des énergies renouvelables, parce qu'en fait, elle permettrait de remédier en partie, en complément des batteries dont on parlait tout à l'heure, au caractère intermittent et non stockable des énergies renouvelables. Donc la perspective d'industrialisation, ça vraiment, je serais incapable de répondre avec précision, mais en tout cas, c'est de l'ordre de quelques années dans la mesure où tous les leviers industriels, tous les écosystèmes sont déjà présents. Maintenant, il s'agit d'accélérer la dynamique à l'aide d'un bel effet levier de financement privé et puis d'une vraie prévision politique à l'échelle de plusieurs États membres. Merci beaucoup, Clémence. Alors, une autre question, il y en a une. Alors, du coup, là, je reviens encore une fois vers Carlos. C'est une question assez juridique. La question est, si la solution juridique de nos jours pour protéger l'environnement passe par une interprétation plus souple de la loi et des traités et non pas par des textes clairs, comment s'assurer que cette interprétation, justement, ne soit pas plus souple, mais dans le sens inverse? Très bonne question. Alors, je me doutais bien que je risquais d'induire ce type de raccourci. Bien évidemment, le droit de l'Union européenne, ce sont avant tout des textes adoptés par des pouvoirs politiques démocratiquement désignés, que ce soit les traités européens, les États qui négocient ensemble, les États membres de l'Union européenne, ou que ce soit la législation, ce qu'on appelle le droit dérivé, à travers donc les parlementaires européens, élus tous les 5 ans, élus à nouveau l'année dernière, et donc le Conseil de l'Union européenne qui permet la représentation des différents États à travers un ministre selon le sujet concerné. Voilà, ce petit rappel étant fait, voilà, et donc voilà. Le juge, lui, est, selon une formule consacrée, la bouche de la loi, mais ça, c'est effectivement la conception française. On se rend bien compte, et notamment dans le cadre de la construction européenne, mais pas seulement, c'est une évolution plus générale, que le juge est parfois amené, je dis bien parfois, amené
à faire évoluer l'interprétation du texte. Alors, effectivement, on pourrait se dire, c'est un pouvoir important, c'est un pouvoir qui est dangereux potentiellement, si je lis bien entre les lignes la question qui est posée. Et donc, qu'est-ce qui interdirait une interprétation, pour le dire vite, climaticide, par exemple? C'est que je rebondissais sur la remarque de Chloé tout à l'heure qui parlait donc des mouvements citoyens en faveur donc de la protection du climat qui ont eu lieu dans toute l'Europe ces derniers mois. Le juge, lorsqu'il fait évoluer l'interprétation d'un texte, le juge il n'est pas hors sol. Quand je parle du juge, je parle de la Cour de justice de l'Union européenne, je parle de la Cour européenne des droits de l'homme, etc. Ils ne sont pas hors sol, ils tiennent compte de l'évolution des attentes sociales. Or, comme on l'a indiqué, différentes consultations électorales récentes, les élections européennes, les élections municipales en France, en Autriche, on a une coalition, on a un président écologiste et on a une coalition entre conservateurs et écologistes, etc., etc. Donc, il y a différents signaux qui démontrent donc une demande sociale en faveur de meilleure protection de l'environnement, sans revenir encore aux eurobaromètres. Donc, le juge tient compte des attentes sociales parce que l'interprétation doit tenir compte des attentes sociales. Un juge ou un texte de loi, même au-delà d'un juge, un texte de loi, il ne va pas avoir une valeur performative. Et c'est un juriste qui dit ça. Il n'est pas suffisant d'adopter un texte pour que le texte soit appliqué. Il faut qu'il corresponde à un état de l'opinion publique. Alors après, il peut y avoir des exceptions à ce cas de figure, la peine de mort en France, etc., en 81, mais il faut qu'il y ait une adéquation parce que le droit est un instrument de régulation du corps social. Donc le juge ne peut pas avoir d'interprétation, ne peut pas se lever un matin et se dire « Oh ben tiens, je vais adopter une interprétation contraire aux attentes » parce que, et c'est d'autant plus vrai pour le juge européen, sinon il court le risque que son interprétation ne soit pas mise en œuvre par les États et elle soit mal reçue par les opinions publiques. Les juges européens doivent convaincre. Ils sont dans une position éminemment importante, mais aussi fragile. La Cour de justice de l'Union européenne, la Cour européenne des droits de l'homme doivent convaincre les destinataires de leurs décisions, les justiciables, les États et les juges nationaux aussi. Sinon, il peut y avoir un risque de guerre des juges ou de fronde des juges. En France, on a eu le Conseil d'État qui, parfois, d'ailleurs, a été très réticent par rapport à des décisions de la Cour de justice de l'Union européenne. Donc, le juge, il a une marge de manœuvre, certes, mais c'est une petite marge de manœuvre et elle doit tenir compte, encore une fois, des attentes du corps social. Et le juge, il fait ça souvent en dernier recours, si je puis dire, parce qu'il y est contraint, parce qu'il y est obligé. Parce que la meilleure solution, c'est quand même encore d'avoir un texte clair, un texte fort. En France, par exemple, et j'en terminerai par là, en France, par exemple, pour obtenir la reconnaissance du droit à un environnement sain, il a fallu attendre l'adoption de la charte de l'environnement, impulsée par le président Chirac. Le Conseil constitutionnel aurait très bien pu reconnaître de manière jurisprudentielle un droit à un environnement sain. Ça s'est fait dans d'autres pays. En Italie, le juge constitutionnel a reconnu le droit à un environnement sain en se basant sur le droit à la santé. En France, il y a eu une réticence du juge, le pouvoir politique est intervenu, mais on a perdu par rapport aux Italiens, par exemple, on a perdu 25 ans. On a perdu un quart de siècle entre la reconnaissance jurisprudentielle en Italie et l'adoption en France donc de la charte de l'environnement, il y a eu un quart de siècle. La France a été l'un des derniers grands États occidentaux à proclamer le droit à un environnement sain dans sa constitution. L'Allemagne l'avait fait à l'occasion de la réunification, l'Espagne et le Portugal l'ont fait au moment du retour à la démocratie, etc. etc. Voilà, j'en terminerai par là. Pardon, j'ai encore été trop long, pardon. Pas de souci, Carlos, merci beaucoup. Alors, je vais prendre une dernière question, et ensuite on pourra tranquillement conclure avec vos différentes dernières prises de parole.
Alors, une question que je pense peut-être pour Clémence, là, qui revient du coup aussi à la thématique de ce webinaire, et à celle de la question des puissances. La question est, étant donné les gouvernements actuellement en place en Chine et aux États-Unis et le contexte de grave crise économique qui arrive, pensez-vous réellement que leur priorité sera donc de protéger l'environnement? On peut penser notamment aux États-Unis avec effectivement Donald Trump qui n'a jamais vraiment affiché des priorités environnementales très fortes. Alors, c'est une question particulièrement intéressante sur le plan de la politique des États-Unis parce que, par exemple, pendant le coronavirus, Donald Trump n'a pas inclus le secteur des énergies renouvelables dans son plan de sauvetage économique. Donc, c'était déjà un signal pour dire, bon, le Green New Deal avec lequel on m'embête depuis plusieurs mois maintenant, honnêtement, pas ma priorité. Donc ça, c'était déjà un signal assez fort. En revanche, ces prochains mois, il sera d'autant plus intéressant de voir comment les démocrates vont se positionner. Aujourd'hui, Biden s'est déjà exprimé contre certains projets de pipeline, enfin d'oléoduc sur le territoire américain. Le Green New Deal, c'est quand même une perspective politique particulièrement symbolique et beaucoup plus riche dans sa dimension sociale qu'il ne peut l'être pour l'instant en Europe quand on parle de Green Deal, qui est essentiellement relatif à des objectifs climatiques. Donc effectivement, à très court terme, c'est un peu le risque que l'internaute évoque, qui serait de prioriser la relance économique et la création d'emplois au détriment du financement de la transition écologique. Il existe, ce risque-là existe, d'autant plus aux États-Unis. Après, en Chine, c'est mon opinion personnelle et c'est ce que j'ai pu approfondir dans le cadre de différents articles, mais la Chine a toujours eu une position relativement opportuniste par rapport au climat. Et euh, elle a intellectuellement formulé ce qu'on appelle une civilisation de l'écosystème en se resituant elle-même au sein d'un écosystème qui l'a dépassé. Ce sont des choses qui sont rentrées dans la Constitution il y a quelques années, mais sur le plan l'environnement a très souvent été le levier de l'exercice de sa puissance économique, industrielle et à l'étranger. Et j'en parlais tout à l'heure avec les routes de la soie. J'ai l'exemple d'Oman, par exemple. La Chine a financé les infrastructures d'énergie renouvelable à Oman contre la sécurisation d'un approvisionnement pétrolier sur plusieurs années. Parfois, ce n'était pas en l'échange de ressources pétrolières, mais c'était simplement au sein de financements plus larges adossés à des infrastructures routières, comme on en parlait, ou ferroviaires, etc. Donc la politique de la Chine, elle a toujours été assez ambiguë, dans la mesure où elle a à la fois simultanément construit des centrales à charbon aux frontières de l'Union européenne et dans de nombreux pays en développement, et en même temps, parce qu'elle a massivement investi dans les énergies renouvelables, notamment le photovoltaïque, elle a réussi à casser les prix au niveau mondial. Et j'avais le chiffre de moins 80% entre 2013 et 2018. Je crois que c'est le bon chiffre. Du coût de production du photovoltaïque au monde du fait de la massification de la production de photovoltaïque en Chine. Ce qui a d'ailleurs coûté une bonne partie de potentiel industriel à l'Union européenne pendant de nombreuses années. Mais ça, c'est vrai pour d'autres choses. Donc, si la Chine estime que la lutte contre le changement climatique, par ses manifestations industrielles, économiques, etc., fait partie de ses priorités, et donc, parce que ça joue dans son sens, elle le fera. Ça ne fait absolument pas l'ombre d'un doute. Et par exemple, parce que la question climatique est quand même une question complexe et à de multiples, à de multiples égards ambiguë, la Chine, par exemple, a été le pays qui a cassé le prix de la voiture électrique, par exemple, en commercialisant des modèles à moins de 7 500 $ sur le marché, une fois qu'on a enlevé les aides publiques, qui sont aujourd'hui un peu remises en question. Mais si la Chine, demain, inonde le marché européen par des voitures électriques à bas coût, en fait, quel est le bilan carbone réel de la chaîne de valeur de ces voitures-là? Par quels moyens sont-elles produites? À quelle énergie tournent les centrales, les usines qui les produisent, par exemple? Ce sont des questions. La Chine est capable d'énormément d'efforts et quelque part, dans les résultats de vertu environnementale par les accélérations industrielles qu'elle permet. Néanmoins, il faut quand même toujours prendre un peu de recul et prendre la perspective du bilan carbone global caché derrière ces bonnes initiatives. Donc, d'une part, je dirais qu'il y a un vrai risque que le climato-scepticisme américain, qui a été quand même l'une des marques de fabrique de Donald Trump ces dernières années, euh, euh, perdure à très court terme au motif de cette récession contre laquelle il faut lutter par des stimuli de court terme.
il est tout aussi possible que la Chine continue d'avoir une politique ultra volontariste en faveur du climat qui est motivée non pas par la vertu, mais en grande partie aussi par l'intérêt économique et politique. Et il est possible, au milieu de ça, que l'Union européenne doive là aussi composer ses propres standards et jouer avec ses propres règles et avec les instruments dont on a parlé tout au long de ce webinaire-là, qui sont la norme, le marché et quelque part la volonté politique aussi. C'est le fameux passage d'une union économique à une union politique et le Green Deal en est le parfait exemple. Merci beaucoup, Clémence. Donc, il nous reste quelques minutes, donc il va falloir évidemment conclure. Comme je vous avais déjà dit un petit peu avant, je vais vous laisser une sorte de carte blanche pour conclure en quelques mots. Peut-être revenir sur un sujet que vous avez abordé ou que vous auriez voulu aborder. Peut-être revenir au sujet du webinaire. Chloé, je vous laisse conclure en premier, du coup. Merci. Alors moi, j'aimerais revenir sur le titre de cette conférence, l'Europe comme superpuissance écologique. Donc, c'est un terme connoté politiquement, on l'a vu. Et je pense qu'avant d'avoir cette ambition de se positionner comme puissance sur la scène internationale, il faut effectivement que l'Union européenne fasse montre d'exemple en observant les engagements qu'elle a pris dans le cadre de l'accord de Paris et également dans le cadre des négociations en cours sur le cadre mondial pour la biodiversité pour l'après 2020. Et pour revenir sur ce thème qui me paraît très important de territorialisation, je pense qu'avec l'enjeu environnemental, on a vraiment une opportunité pour une fois, pas pour une fois, mais une véritable opportunité en Europe de redynamiser le projet européen et de faire en sorte que les citoyens s'approprient un enjeu qui est à la fois extrêmement mondial et on ne peut plus local. Merci beaucoup, Chloé. Carlos ou Clémence, peut-être Carlos. Non, je ne peux pas. Honneur à Clément. Ah, ou à Clémence. Très bien. M'en voudrais. Mais c'est gentil de m'avoir proposé. Je termine. Souci. Après. Non, en quelques mots, simplement, je pense que ce webinaire a quand même révélé la nécessité de faire coïncider et d'articuler tout le panel des instruments dont l'Union européenne dispose aujourd'hui, que ce soit des instruments juridiques, des instruments économiques, des instruments financiers. On n'a pas parlé de la taxonomie, mais la finance verte est quand même l'un des gros outils aussi qui peut permettre à l'Union européenne de fixer ses propres standards pour une transition écologique mondiale aussi, sur le volet des investissements, et d'y associer tous les acteurs, c'est-à-dire les États, on l'a bien compris, et à cet égard, l'incitation, la capacité à convaincre sera fondamentale parce que, effectivement, ce plan de relance, il ne se fera pas sans les États frugaux et que l'on qualifie de frugaux. Donc, c'est quelque part, ce sera vraiment la mise en coïncidence d'une volonté politique, de la perception d'un bénéfice collectif, et puis de toutes les échelles. Quelque part, je dirais aussi à la fois de temps et puis d'espace, parce que comme je le disais, on en a déjà conscience à très court terme, mais le changement climatique a des effets catastrophiques sur tous les aspects, tous les pans de nos existences. Et ce sont des effets qui sont amenés à s'intensifier. Et je pense que des effets dont on perçoit encore peu les contours, mais des enjeux comme la sécurité alimentaire, des enjeux comme les migrations climatiques sont des problématiques qui vont se poser avec une force extrêmement violente à l'Europe et à l'Union européenne ces prochaines années. Et il ne s'agira pas, quand on voit la difficulté que l'Union européenne a eu à s'aligner dans la gestion de la crise migratoire du début des années 2010, en fait, ces enjeux-là nécessitent une anticipation. C'est dès aujourd'hui, c'est maintenant que les choses se jouent. Et le Green Deal doit être un catalyseur, doit être le phénomène qui précipitera cette prise de conscience collective, je pense. Merci beaucoup, Clémence. Et donc, Carlos, en quelques mots de conclusion. Merci Corentin. C'est un très beau sujet. L'Europe, donc superpuissance écologique. Quand on sait que l'Europe, le projet européen a été quelque part favorisé par les deux superpuissances du XXe siècle, à savoir les États-Unis d'une part et l'URSS d'autre part. Ça peut sembler surprenant que je cite l'URSS, mais certains esprits taquins, dont je ne suis pas loin de partager les vues, considèrent que le véritable père de l'Europe, ce n'est pas Jean Monnet ou Robert Schuman ou Spaak ou Konrad Adenauer, etc. Ce serait Staline, parce que l'URSS faisait tellement peur qu'elle a incité les Européens à se réunir.
L'Europe superpuissance, il faudrait le souhaiter. En tout cas, un leader en matière énergétique, en matière écologique, ce serait effectivement une bonne chose. Elle a déjà joué ce rôle au début des années 90. Juste après la chute du mur de Berlin, elle a affirmé son rôle. À l'époque, d'ailleurs, certains auteurs ont qualifié l'Europe de superpuissance du climat ou de superpuissance climatique. Voilà. Donc, pour rendre hommage au titre du webinaire. Et l'Europe avait investi cette thématique. Alors, il ne faut pas faire non plus d'angélisme vert. Si l'Europe investit ce thème, et c'est ce qu'ont dit Chloé et Clémence aussi d'une certaine façon, c'est aussi parce que ça permet à l'Europe d'affirmer son identité vis-à-vis de ses membres et vis-à-vis de l'extérieur également. Donc, il y a une forme de légitimation de la construction européenne grâce à la thématique écologique, à la thématique environnementale, à la thématique climatique. D'ailleurs, sur les 25 COP, puisqu'on n'aura pas la 26e cette année, elle est décalée, de mémoire, il y en a un tiers qui se sont tenus sur le sol européen. Paris, Copenhague, Varsovie, etc. Symboliquement. On parlait du marché du carbone. L'Europe a été la première entité, un État, donc pardonnerai d'utiliser ce terme, d'entité politique, à avoir créé un marché du carbone. Clémence a fait régulièrement mention de ce marché du carbone. Alors, il n'est pas parfait, ce marché du carbone, mais je voudrais souligner qu'il a servi d'inspiration à d'autres États, à des États dans le monde et même à des régions, des provinces. Aujourd'hui, de nombreux marchés du carbone existent de par le monde, y compris en Chine, en Corée, au Québec, en Californie, dans l'État de New York. Et d'ailleurs, la question se pose aujourd'hui de connecter ces différents marchés. Ils fonctionnent mieux que le marché européen, mais c'est grâce, entre guillemets, à l'Europe, puisque c'est l'Europe qui est la première à utiliser ce mécanisme. Et les erreurs des Européens ont servi aux Américains, aux Coréens, etc., à avoir un marché du carbone plus efficace. La thématique environnementale est d'autant plus importante pour l'Europe qu'il ne s'agit pas simplement de la légitimer aux yeux de ses citoyens européens, il s'agit aussi, effectivement, comme on l'a dit, de différents enjeux bien au-delà des enjeux environnementaux, parce qu'il y a une dimension transversale. On parlait de la crise migratoire. Le département d'État américain, qui n'est pas exactement un repère de gauchos ou d'écolos, jusqu'à la preuve du contraire, a souligné que la guerre en Syrie, au début des années 2010, donc, avait en partie, je dis bien en partie, des motifs, des raisons environnementales. L'émergence de Boko Haram dans l'Afrique subsahélienne est également due en partie, je dis bien là aussi en partie, à des raisons climatiques, sans parler effectivement de la pression migratoire, dont on sait qu'elle pose des problèmes au sein de l'Union européenne. L'Europe aujourd'hui, de toute façon, n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix. Et je pense que le récent accord franco-allemand en matière d'amorce, d'esquisse, d'ébauche, de mutualisation de la dette est un signe positif et que l'Allemagne va peut-être pouvoir aider à trouver un compromis entre les États frugaux et les États moins frugaux autour de l'idée de solidarité. Parce qu'il ne s'agit pas pour les États frugaux, entre guillemets, de faire la charité aux États cigales, va-t-on dire, allez, pour le dire de manière un peu plus poétique. Il s'agit d'un intérêt mutuel bien compris. On a raté cette occasion au moment de l'élargissement de 2004. On a considéré qu'il ne fallait pas développer le budget de la politique de cohésion économique et sociale en faveur des pays de l'Est. Aux élections européennes, aux premières élections européennes dans les pays d'Europe centrale et orientale, on a eu des taux de participation très faibles. Et on a eu des partis anti-européens qui très vite sont devenus très importants. Ce que je veux dire par là, c'est que l'absence de solidarité touche le projet européen, porte atteinte au projet européen. Et je parlerai même plus que d'un projet, j'ai envie d'emprunter les mots d'un grand écrivain espagnol, là aussi plaidoyer un peu pro domo, Jorge Semprún, Georges Semprin, si vous préférez, à la française, donc grand écrivain qui a été déporté, résistant, qui a été ministre de la Culture du premier gouvernement démocratique en Espagne dirigé par Felipe González, et qui disait que pour lui, l'Europe, c'était le rêve de toute sa vie. Alors évidemment, si on pense à l'Europe du marché, c'est difficile de concevoir cela, mais Jorge Semprún voyait plus loin. Et je pense que l'objectif de l'Europe aujourd'hui, ça doit être d'utiliser la force du marché, et notamment du marché européen, pour vaincre ce même marché. Un petit peu comme en aïkido, on utilise la force de l'adversaire pour le vaincre. Et j'en terminerai, je vous rassure Corentin, c'est mes derniers mots. Et ça doit se traduire par l'émergence, la proposition par l'Europe, avec les États, avec les citoyens, avec les parlementaires européens évidemment, d'un contrat social
européen, je dirais même plus loin, d'un contrat social et naturel européen. Voilà. Je fais référence bien sûr à Rousseau, mais je fais référence aussi à Michel Serres, un philosophe qui avait écrit sur le contrat naturel il y a quelques années de cela. Et donc l'Europe doit proposer un contrat social et naturel aux Européens. Charge pour ce projet d'être ensuite repris avec des spécificités par d'autres parties du monde, comme le marché du carbone a pu être repris par d'autres parties du monde. Voilà, j'en terminerai là. Merci. Merci beaucoup, Carlos. Donc, quant à moi, il me reste à vous remercier tous les trois d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je remercie également toutes celles et ceux qui nous ont suivis. Bien sûr, continuez à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, notre site internet, pour être au courant des prochains rendez-vous et pour lire ou relire nos différentes publications. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.